bien, bonjour à tous. Merci d'être présents, merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais pas vraiment vous parler de crypto-monnaie. En tout cas, on va pas faire d'analyse graphique. Alors, j'espère que ça va pas vous décevoir. Aujourd'hui, j'aurais voulu parler de quelque chose qui me tient à cœur, car depuis que je suis dans la crypto-monnaie, j'essaye d'avoir une certaine réflexion de l'ambition de celle-ci. Savoir où c'est censé nous emmener. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon pour nous? Est-ce qu'on nous manipule depuis longtemps ou pas? Ou est-ce que je rêve? Ça, ce sera à vous de faire cette déduction en commentaire. Donc, que ce soit positif ou négatif pour moi, c'est pas grave. J'aimerais que vous donniez votre avis sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, il est probable que vous l'ayez entendu à maintes reprises de différentes manières sur différents supports. Mais je vais vous donner ma façon de déduire où l'on va et d'où l'on vient. D'accord? Donc, pour ça, je vais vous proposer un schéma qui va vous schématiser, hein, c'est le cas de le dire, l'ensemble de ma pensée. Pour commencer, j'aimerais savoir d'où l'on vient, en tout cas depuis l'ère que je peux connaître. C'est, on va dire, que je suis plus ou moins informé depuis les années 60, comment fonctionne le système. Et où ça va nous emmener. On va faire un bref résumé de ce que moi je vois de tout ça. On a eu l'après-guerre, donc tout le monde était content, fin de la guerre a sonné, tout le monde est heureux, tout le monde peut se remettre à vivre normalement. Pour cela, certaines entités ont choisi de donner à l'Occident, en tous les cas, un avenir joyeux, glorieux, festif, sans ambiguïté, tout roule, c'est la fête du string. Pour cela, il a fallu qu'on nous dirige dans ce sens, qu'on puisse par la suite arriver où nous sommes. L'après-guerre, c'est quoi? C'est l'industrialisation masse et, en l'occurrence, un enrichissement de l'Occident sur les matières premières au détriment des pays détenant celles-ci, en fait. Hein. C'est simple à comprendre, ça vous le savez déjà. Ça a donc permis des commerces de pouvoir prospérer, d'utiliser donc l'industrie pour pouvoir vendre des produits. Les gens ont eu accès à la propriété bien plus facilement. Le crédit bancaire a pu commencer à faire son apparition de façon massive, ce qui a permis doucement de mettre le crédit en place sur du terme, chose qui a toujours existé, mais de façon vraiment structurelle. D'accord? Donc, voilà un peu ce qui s'est passé dans les années 80. Après les années 80, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un élargissement de la joie de vivre. Hein. On a eu complètement le fait d'extrapoler le plaisir. Hein. Trop de plaisir, tout de plaisir. Et c'est ce qui se passe voilà, un petit peu aujourd'hui. D'accord? Mais ça, vous le savez aussi. Mais cependant, je vous donne ma vision globale. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis donc des supermarchés à tous les coins de rue. On a permis aux gens plutôt moyennement pauvres de pouvoir s'acheter des vêtements de marque Nike, d'autres substances telles que celle-ci. On a ouvert à la malbouffe. Hein, la malbouffe, au secours, c'est de la merde, mais aujourd'hui, vous en avez à tous les coins de rue. On appelle même ça des restaurants maintenant, donc c'est la fête. Hein. On a instauré également, ce qui est très important dans tout ça, la mise en place de la carte bancaire. Donc, voilà, Mastercard et Visa se sont crêpés le chignon pour pouvoir vous ouvrir accès au crédit à la consommation. Donc, ça, c'est tip top pour les années 80 à 2000. Donc, et bien sûr, les taux immobiliers en hausse dans ces années-là. Et forcément, vu que les gens voulaient faire comme son voisin, il leur fallait absolument une maison. Donc, un taux d'endettement qui, quand même, était relativement de plus en plus élevé à cette époque. D'accord? Donc ça, c'est à peu près ce qui s'est passé dans les années 80-2000. Je vous fais un schéma global, hein, c'est pas non plus... voilà, il manque des éléments, hein, c'est certain. Hein. Et maintenant, on est rentré donc dans l'ère Internet, où, en plus de la malbouffe, en plus des supermarchés à tous les coins de rue, maintenant, on a eu le droit à Amazon, qui donne accès à produits dépassant l'entendement. On a le droit à Netflix, les réseaux sociaux, tout ça gratuit, enfin gratuit. En obtention de services, disons que les services ont fait leur apparition et le commerce de proximité
disparaître doucement. Pour l'instant, on reste dans la douceur, hein. Vu qu'Amazon existe, on va fermer les magasins doucement, d'accord? Et on a donc mis les réseaux sociaux gratuits, où vous pouvez mettre toutes vos données personnelles, vous pouvez mettre vos familles, où vous pouvez dire si vous avez envie de faire caca, enfin, voilà, faites ce que vous voulez. Par contre, ces informations sont récoltées, utilisées à des fins de leur propriété finalement. Une récolte d'informations de masse pendant ces 20 ans qui nous précèdent, d'accord? Et bien sûr, toujours un taux de crédit à la consommation qui augmente, un taux de surendettement des populations qui augmente, en tout cas en Occident. On voit bien que le cycle de l'euphorie des années 80, où tout le monde en avait rien à foutre parce que l'argent coulait à flot pour la majeure partie des gens, parce qu'ils avaient ouvert leur magasin, où on va. Maintenant, je vous montre un schéma, et vous... Voilà. Vous voyez encore vite fait, hein. Donc, sur ce schéma, j'ai voulu montrer un petit peu comment l'avenir sera dessiné pour tout à chacun. On ne sera plus dans la surconsommation, ça vous pouvez en être certain. Et ça, vous le savez déjà. En tout cas, ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, vous savez déjà tout ça. Je parle essentiellement à ceux qui pourraient éventuellement tomber sur ma chaîne et tomber des nues, si je puis dire. Donc, comment cela va se construire? Pour ma part, il faut être bien conscient, ça c'est moi qui le dis, c'est personne d'autre. Pour moi, Bitcoin n'a pas été inventé euh, pour, euh, pour le bien de l'humanité, en quelque sorte. Il a été créé pour une utilisation qui est celle de l'or à l'heure actuelle. C'est-à-dire que celui qui en détiendra sera le maître du jeu, tout simplement. Il a été créé pour ça. Donc Satoshi Nakamoto ou le Père Noël, c'est exactement la même chose. Donc, à partir du moment qu'on a compris que le BTC était créé pour pouvoir être le roi du monde, il va falloir le détenir. Donc, on a ouvert les vannes dès le départ à toutes sortes de personnes, telles que moi ou d'autres, qui sont, pour certains, ce qui n'est pas mon cas, d'une intelligence extrême et qui ont pu utiliser la technologie de source du Bitcoin, qui est donc la blockchain, pour pouvoir créer d'autres utilités que celui d'un échange de valeurs. Voilà. Donc, des gens extrêmement intelligents ont créé d'autres utilités à la blockchain, d'accord? Telles que la traçabilité, la sécurité, vous avez l'interopérabilité, vous avez donc maintenant les NFT, avec toutes sortes de choses dans l'utilité de la blockchain qui est extrêmement intelligente dans sa technologie. D'accord? Mais tout ça, donc, a été fait par des gens totalement ordinaires, tels que moi et vous, et ont été fait en sorte de les laisser faire et toutes sortes de choses autour de la technologie de Bitcoin pour pouvoir ensuite se l'accaparer, comme ils ont pu le faire sur plein d'autres sujets, tels que Linux, par exemple. Donc, une fois que vous avez compris ça, donc Bitcoin a été lancé. Derrière, des gens extrêmement intelligents ont utilisé cette technologie pour créer d'autres services qui pourraient être ultra intéressants pour le monde moderne. Dès lors, une fois que ça se sera bien conçu, on aura un schéma bien construit. D'accord? On aura BTC. Donc là, actuellement, j'ai une dernière donnée qui donc s'est mise à jour avec les ETF spot qui va permettre à des entités plus puissantes que les États eux-mêmes pour pouvoir diffuser des bitcoins physiques, entre guillemets, hein, je mets bien les guillemets, afin que vous puissiez en détenir une partie en échange d'intérêts. D'accord? Donc, eux vont pouvoir amasser une somme considérable de BTC et vous en revendre une partie infime avec des frais énormes. D'accord? Donc, ce sera pour vous, mais aussi pour des banques nationales qui détiendront donc ces bitcoins comme ils auront pu détenir de l'or jusqu'à ce jour, encore maintenant. Donc ce schéma, il est simple. Vous avez donc Bitcoin, derrière vous avez tout ce qui est BlackRock et
des grosses entreprises qui vont gérer le système général. Ensuite, le gros problème de tout ça, c'est que nous avons la BCE, la Fed, bien sûr la Banque également de Russie, de Chine, d'Australie, je pourrais en citer d'autres, des Émirats arabes, qui voudront aussi détenir non pas des bitcoins, mais des données personnelles pour pouvoir vous gérer de A à Z. D'accord? Donc pour ça, ils auront absolument besoin des banques nationales. Ces banques nationales, ils n'auront pas le choix de les utiliser parce que chaque pays, chaque nation a leur propre dette, entre guillemets. Donc, ils vont pas pouvoir utiliser la blockchain à cause de ça. Donc, ils vont utiliser un système d'échange qui est extrêmement rapide, sécurisé, pas cher et écologique. Quand je dis pas cher, ça veut dire avec des transactions qui valent rien, d'accord? Ou quasiment rien. La seule qui est capable aujourd'hui de pouvoir faire ça réellement, à mon sens, c'est XRP. Maintenant, sautez pas au plafond, il est possible que ce soit quelqu'un d'autre. Maintenant, pour moi, c'est celle que je vois, d'accord? Donc, pour ça, pour échanger des monnaies d'une banque fédérale à une autre, il va falloir un transit qui sera donc probablement XRP ou une autre, et qui se fera donc entre elles, ils s'échangeront des monnaies par le biais d'XRP, d'accord? Et ces XRP seront également échangés d'une banque nationale à une banque BCE ou une Fed entre elles, d'accord? C'est XRP qui fera cette transaction entre banque fédérale et banque nationale, entre guillemets. Ensuite, là où rentre en compte la blockchain, c'est entre les banques nationales et le lambda, en fait, le personnage comme moi et vous, qui allait donc utiliser la blockchain pour pouvoir faire des transactions financières. D'accord? Donc, par exemple, vous avez une adresse mail. Cette adresse mail finira par avoir votre propre nom avec un numéro qui certainement sera derrière. Pourquoi un numéro? Parce que tout simplement, là, je vous ai donné l'exemple de Jean Durand, parce que Jean Durand est plutôt... il y en a énormément en France, donc pour les distinguer, il va bien falloir un numéro derrière pour pouvoir vous reconnaître. Donc ce sera Jean Durand, je ne sais plus combien j'ai mis, 1386, pour pouvoir vous distinguer sur la blockchain. Donc vous aurez cette identité. Vous vous appellerez plus seulement Jean Durand, mais Jean Durand 1386. Et dès lors, grâce à ça, vous allez pouvoir vous acheter toutes sortes de choses, par exemple un véhicule. Votre véhicule portera votre identité, et grâce à cette identité, vous pourrez donc rentrer avec votre carte du véhicule où il y aura marqué Jean Durand dessus. Et si vous avez bien payé votre crédit du véhicule, vous pourrez donc rentrer dans le véhicule grâce à la blockchain. Ou si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas rentrer dans votre véhicule. D'accord? Et si vous voudrez par exemple allumer la climatisation dans votre véhicule, vous serez également obligé de passer par une blockchain qui vous autorisera ou non, selon les capacités de votre portefeuille ou bien de votre taux de carbone, à savoir si vous pouvez ou pas allumer la climatisation dans la voiture. D'accord? Et ainsi de suite, comme ça, vous pourrez donc avoir Netflix par le biais de celui-ci. Vous pourrez avoir accès à Facebook pour pouvoir converser avec votre grand-mère. Vous pourrez également aller à Intermarché. Donc tout ça sera sur votre compte blockchain personnel. Hein. Vous aurez votre propre blockchain, sera votre nom, et vous passerez par toutes sortes de blockchains différentes. Il y aura donc un seul lien, la Banque nationale, qui, elle, sera en lien direct avec la BCE ou la Fed ou quelques banques fédérales que ce soit, afin que vous puissiez être géré totalement, en fait, hein, selon vos droits et vos devoirs. Si vous n'aurez pas fait ce qu'il faut, il suffira tout simplement que la BCE dise à la Banque nationale, vous lui coupez l'accès à l'entrée du bureau de tabac parce que il a un cancer du poumon et il n'a pas le droit de fumer. Ou ça peut être toutes sortes de choses dans ce type-là,
mais la blockchain ne rentrera en compte qu'entre votre banque nationale et vous-même, mais en aucun cas entre la BCE et la banque nationale. Car toutes nations ont des dettes qui sont absolument différentes. Donc on ne peut pas mélanger les Hongrois avec les Italiens avec les Français. Tout ça, c'est des façons de vivre différentes, des modes. L'acceptation à ce niveau n'est pas arrivée, d'accord? Donc en attendant, j'imagine que la phase 1 réelle de la blockchain adoptée euh, du système global sera celui que je vous démontre là dans le schéma, d'accord? Donc vous serez tout simplement un espèce de numéro qui aura accès ou pas selon les bons vouloirs de la BCE par le biais d'une banque nationale telle que Société Générale, la BNP ou ce genre de choses. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'investissez pas dans la blockchain, vous serez le dernier des Mohicans. Vous serez juste un putain de zombie qui obéira au doigt et à l'œil à la personne qui vous donnera des droits. Alors que si vous rentrez effectivement et que vous suivez attentivement, là pour le coup, je parle de news, mais de news, qu'est-ce que fait telle blockchain, à quoi elle est utile, ceci, cela, eh bien, vous pourrez certainement vous en sortir parce que vous détiendrez des jetons qui voudront demain certainement un bon paquet de fric pour pouvoir que vous ayez accès à certains droits. Parce que demain, le droit se paiera très très cher. D'accord? Et c'est ces jetons qui nous donneront accès à ces droits, simplement. Hein. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui achètent du dioxyde de carbone à d'autres entreprises sur les marchés financiers pour pouvoir polluer plus, car ils n'ont pas assez de droits en taux de pollution sur leur taux autorisé de leur entreprise. Donc ils achètent la pollution du voisin pour pouvoir polluer plus. D'accord? Donc demain, le monde entier fonctionnera comme ça parmi toutes les, les choses que vous puissiez faire demain. D'accord? Donc j'espère que j'ai pas été trop compliqué, que j'ai réussi à être, en tout cas de vous avoir expliqué ce schéma de façon simple. Pour moi, je suis dans la crypto depuis 2018 et ce schéma, il est ancré déjà dans ma tête depuis 2018. Sauf qu'il est difficile à expliquer. D'accord? Donc c'est pour ça que j'essaie de le faire, mais j'ai encore du mal. Peut-être que je vous referai une vidéo de ce type-là plus tard, peut-être avec plus de données, euh, mais j'ai essayé de faire au mieux. D'accord? Avec mes mots, parce que je suis quelqu'un de simple. Donc tout ce que je sais, c'est que on va droit dans le mur si on se laisse diriger ou guider dans le sens que décident ces entreprises qui dirigeront Bitcoin, hein, en quelque sorte. BlackRock et tout ce qui s'ensuit. Mais dites-vous bien que les transactions des banques fédérales seront internes à elles-mêmes, de banque à banque. Et ce sera une entité, je pense une seule entité telle que Swift ou Visa, qui, euh, qui permettra à ces banques-là, fédérales et banques nationales, permettra entre elles de se transiter l'argent, d'accord, à des coûts défiant toute concurrence. Donc si vous êtes dans ce type de schématique, dites-le moi. Si c'est complètement autre chose que vous pensez, dites-le moi aussi. Rejoignez-moi sur le Discord si vous voulez en discuter. N'hésitez surtout pas. J'y suis donc régulièrement. Si vous voulez converser là-dessus, voilà. Il suffit tout simplement de venir sur le Discord, partager votre point de vue et voilà. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu cependant. Et puis je vous dis donc à la prochaine.